Enquête ce soir sur la 5G, la 5e génération de téléphonie mobile. Son déploiement a commencé en Belgique et de nombreux opposants crient au scandale. Les enjeux économiques sont très importants, mais vous le verrez, les conséquences réelles des ondes sur notre santé restent méconnues, même par ceux qui fixent les normes. Est-ce qu'on peut conclure de vos recommandations que personne ne tombera jamais malade à cause des ondes GSM ? Non. Non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas affirmer. Bien sûr, nous espérons que ce sera le cas. Bienvenue dans Investigation. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On s'intéresse ce soir à un dossier qui divise l'opinion publique, la 5G. La 5e génération de téléphonie mobile s'annonce comme une révolution. Elle va transformer notre quotidien, mais à quel prix ? C'est inévitable, avec la 5G, notre exposition aux ondes électromagnétiques va augmenter. Quelles seront les conséquences pour notre santé ? Le monde médical appelle à la prudence, mais vous le verrez, l'industrie met la pression. Pas question pour la Belgique d'être à la traîne ou de se passer de cette technologie. Alors, qui tire les ficelles ? Servirons-nous tous de Kobe ? Tout de suite l'enquête de Benoît Feit et Charlotte Collin. Imaginez un monde dans lequel nos appareils ménagers anticiperaient nos besoins, nos envies. Imaginez un monde dans lequel notre santé serait contrôlée à distance par notre médecin. Imaginez un monde dans lequel notre voiture roulerait sans chauffeur et où l'arrosage des champs serait géré par un simple clic sur un smartphone. Ce monde du futur n'est plus une fiction aujourd'hui. C'est celui que nous annonce la 5e génération de téléphonie mobile, la fameuse 5G. Un monde fascinant, mais qui peut aussi inquiéter. Je vois bien ce qui passe sur Internet, les gens qui disent « Oh, ça va nous créer des ondes et envoyer des virus et on va envoyer des trucs ». Enfin, je pense pas que ça marche comme ça. Ça me dit quelque chose de nouveau. J'ai entendu qu'il y avait des problèmes et tout ça. Il n'y a plus vraiment beaucoup de place pour aller mettre des antennes en plus. Je pense qu'avec la 4G, on a déjà assez. Je suppose que c'est quelque chose de plus performant. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir la technologie quand on sait l'utiliser à bon escient. Ça fait peur, enfin, je sais pas, on dirait limite on n'est plus des humains mais des trucs, des objets contrôlés. Pour la plupart d'entre nous, la 5G reste encore un mystère. Mais pour ces militants anti-5G, il n'y a plus de doute possible. Depuis des mois, ils manifestent aux 4 coins du monde. Ils crient leurs craintes, surtout pour leur santé et pour l'environnement. Chez nous, un des fers de lance du mouvement, c'est le Dr Kuhlmann. Depuis 2011, les rayonnements de vos smartphones et du Wi-Fi qui se trouvent dans l'école de vos enfants et dans vos maisons sont considérés par l'OMS comme possiblement cancérigènes. Possiblement cancérigènes. Elle est médecin généraliste et elle est inquiète et elle le fait savoir. Selon elle, les ondes GSM auxquelles nous sommes constamment exposés aujourd'hui font déjà bien des dégâts. Qu'est-ce qu'on sait des effets de la 5G ? Rien. Ce qu'on sait, c'est en quoi est-ce qu'elle ressemble aux technologies précédentes, donc ce qui n'est déjà pas bien pour elle, puisqu'on sait que ce sont des micro-ondes. Ces rayonnements sont nocifs, augmentent la survenue de cancer et produisent d'autres effets sur l'organisme qu'on appelle biologiques. Elle va augmenter de façon massive les niveaux d'exposition et d'intensité, et donc le niveau de risque général pour la population. C'est pour ces raisons que le Dr Kuhlmann réclame l'application du principe de précaution. Tant qu'on ne sait pas, on s'abstient. Un principe soutenu aujourd'hui par un millier de médecins et des dizaines de milliers de citoyens. Parmi eux, Francis Lebout, un des pionniers de la lutte contre les ondes. Il combat la pollution électromagnétique. Mais ce combat, il n'est pas certain de le gagner, loin de là. Le problème par rapport à tout ça, c'est qu'on est face à un lobby extrêmement puissant qui a tout fait pour étouffer toutes les démonstrations scientifiques des problèmes sanitaires. Or, il existe des milliers d'études, donc je ne vous mens pas, ce sont vraiment des milliers d'études à comité de lecture qui ont été publiées dans des revues scientifiques de haut niveau, qui montrent tous les impacts biologiques et sanitaires de la pollution électromagnétique. Le lobby a à sa disposition des budgets extraordinaires, on parle de millions, de dizaines de millions d'euros,
pour payer des laboratoires, pour produire des études qui ne montrent rien. On ne devrait pas s'en étonner parce qu'on a vu ça pour le tabac, on a vu ça pour l'amiante, on a vu ça pour le benzène et toute une série de produits chimiques délétères qu'il a fallu des fois 10, 20, 30, 40, 50 ans pour s'en débarrasser. Si on prend de l'amiante, c'est quasiment 100 ans pour s'en débarrasser de l'amiante. L'histoire serait donc en train de se répéter. Et pour Francis Lebout, ce qui se cache derrière ce nouveau scandale sanitaire, c'est surtout une affaire de gros sous. Moi, je crois que personne n'a envie de la 5G. Fondamentalement, si vous demandez à quelqu'un est-ce qu'il a besoin de la 5G, il va vous dire non, parce que je pense que pas mal de gens ne savent pas ce que c'est. Et puis, en fait, peut-être qu'ils vont se laisser bercer petit à petit par les arguments du lobby 5G, comme de dire, ouais, vous allez pouvoir télécharger un film en haute définition en quelques secondes au lieu de quelques dizaines de secondes. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de ça? L'intérêt de la 5G serait où alors s'il n'est pas l'intérêt de la 5G, il est strictement financier pour les industriels parce qu'en fait, ce qui se passe, imaginez un petit peu, aujourd'hui vous avez dans le monde entier 1 ou 2 milliards, je crois 2 milliards de smartphones qui fonctionnent en 4G, 3G, voilà. Vous devez les remplacer pour faire de la 5G. Donc 2 milliards de smartphones à remplacer, imaginez un peu le pactole que ça représente. Pour l'instant, en matière d'ondes, la Belgique est le pays européen le plus strict. Les Belges sont donc moins exposés que tous leurs voisins. Mais avec la 5G, tout ceci pourrait bien changer. Et c'est précisément ce qui inquiète cette physicienne, spécialiste des ondes. Qu'est-ce qui va changer concrètement avec la 5G qui pourrait être encore plus dangereux qu'avec la 2, la 3 et la 4? Alors, plusieurs choses. Déjà, pour accueillir la 5G, en tout cas à Bruxelles, on prévoit d'augmenter les normes. On veut multiplier par 6 les niveaux tolérés actuels. Donc en fait, on va augmenter le niveau d'exposition. Ça, c'est une première chose, qui est déjà problématique en tant que telle. Et à quoi peut-on s'attendre alors comme effet réellement sur la santé? On peut s'attendre évidemment à retrouver, ou en tout cas à prolonger les effets qui sont déjà documentés. Donc je pense par exemple aux dommages à l'ADN, je pense aux troubles de la concentration, troubles cognitifs, troubles de la reproduction, cancer, maladies neurodégénératives, etc. Donc ça, c'est des troubles qui existent déjà avec les technologies actuelles. Et c'est pour ça que vous estimez qu'on est tous un petit peu cobés aujourd'hui? Ah oui, là, on va tous jouer les cobés d'une expérience grandeur nature, mais pas que en Belgique, je veux dire, c'est dans tous les pays technologiquement avancés. Et c'est pour ça qu'en fait, dans tous les pays technologiquement avancés, on a aussi énormément de mouvements qui se mettent en place pour contrer cette technologie qui n'est juste pas compatible avec la vie sur Terre. Cancer, maladie neurodégénérative, il y a effectivement de quoi avoir peur. Alors on a voulu voir si tous les scientifiques partageaient cette analyse. On a consulté la voix officielle, celle de l'ICNIRP. Derrière ce nom un peu bizarre, il y a une quarantaine de scientifiques. Depuis l'arrivée des premiers GSM, ils recommandent à la Commission européenne et à l'Organisation mondiale de la santé ce qu'il faut faire pour se protéger des ondes. Et vous savez quoi? Selon cette fameuse ICNIRP, la 5G ne présenterait aucun risque pour notre santé. Il ne faut donc pas s'inquiéter. C'est ce que le vice-président de l'Institut a répété ce jour-là, à Bruxelles, devant un parterre de représentants de l'industrie des télécoms. Dans ce dossier, nous avons besoin d'informations correctes, basées sur des faits scientifiques. Et c'est précisément ce que nous faisons pour établir nos recommandations à l'ICNIRP. Mais nous avons aussi besoin d'expliquer clairement ces faits au grand public, parce qu'il s'agit d'un domaine technique pas toujours facile à comprendre. Mais dans l'Assemblée, une voix discordante va s'élever, celle de Michèle Rivasi, députée européenne, française, écologiste et très critique à l'égard de l'ICNIRP. J'ai été très déçue par votre intervention au nom de l'ICNIRP, parce que je n'ai aucune confiance en vous. Vous avez mis 20 ans pour faire de nouvelles recommandations. 20 ans! Entre-temps, beaucoup de nouvelles études ont été réalisées. Et toutes celles qui ne vont pas dans votre sens, vous les mettez de côté.
Ce n'est vraiment pas sérieux. Je n'ai aucune confiance en vous. Vous défendez l'industrie, pas les gens. Je suis désolée. L'ICNIRP ferait-elle le jeu de l'industrie en cachant volontairement des études? C'est difficile à prouver. Mais de plus en plus de scientifiques se méfient de ces recommandations. Parmi eux, le Dr van der Straten, membre du Conseil supérieur de la santé, il observe des coïncidences troublantes dans les derniers rapports de l'ICNIRP. On a envie de croire que l'ICNIRP, malgré tout, est sensible à certaines voix, puisque précisément à l'heure de la 5G, alors même que certains, même plusieurs, lui reprochent le manque de sévérité de ces normes, cette même ICNIRP prévoit actuellement de les revoir un peu à la hausse, là où précisément l'industrie le lui demande en réalité. L'ICNIRP joue le jeu de l'industrie dans l'établissement de ces normes? Je n'oserais pas faire ce procès d'intention, mais je constate que là où il faudrait qu'elle soit relevée pour la nécessité de certaines applications, elles vont l'être, alors même qu'on est encore en train de dire qu'elles sont, que l'on dit toujours qu'elles sont probablement pas assez précautionneuses. Je ne peux pas vous répondre plus ni autrement. C'est que la Commission européenne vise un déploiement de la 5G pour 2025. Si certains de nos voisins sont déjà bien avancés, chez nous, faute d'un accord politique, ça patauge toujours. Alors, pour ne pas perdre de temps, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications a pris les devants. Peu importe les réticences, il a octroyé des licences 5G temporaires à plusieurs opérateurs télécoms, parmi lesquels Proximus, Orange et Telenet. Octroyer ces licences temporaires, c'était la volonté seule de l'IBPT ou bien est-ce que c'était une demande plus générale du secteur? C'était une demande du secteur, c'était également une demande du ministre en charge d'essayer de trouver une solution et c'était ce qui était à notre portée dans le contexte actuel. Si on a mis ça en place, c'est parce qu'il y a urgence aujourd'hui? Oui, je crois qu'il y a effectivement urgence de pouvoir avancer dans ce dossier, sachant qu'il y a pratiquement la moitié des États de l'Union européenne qui disposent déjà d'offres commerciales avec des réseaux 5G dans leur pays. Et pour bénéficier d'une 5G efficace, l'IBPT recommande aujourd'hui de relever les normes en vigueur en Belgique. Et ça, c'est exactement ce que craignent les opposants à la 5G qui y voient une menace pour notre santé. Si on relève cette norme, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de risque pour la santé? Alors ça, c'est une question à laquelle, moi, en tant que représentant de régulateur fédéral, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que nous n'en avons pas la compétence ni d'un point de vue légal et nous n'avons pas non plus des personnes qui ont cette formation médicale nécessaire pour pouvoir répondre à cette question-là. En Belgique, c'est aux régions de définir ces fameuses normes. Et on attend toujours qu'elles se prononcent sur la question. Mais au niveau fédéral, la cause semble déjà entendue. Car selon le ministre des Télécoms, la 5G n'aurait en fait que des avantages. Moi, j'étais toujours un grand proponent de 5G et j'ai poussé avec tous mes efforts de conclure un accord et d'avancer sur le sujet parce que je pense en effet que le 5G est quelque chose qui est très important pour les citoyens, pour nos entreprises, pour le numérique en général, pour l'innovation. Et donc, il y a beaucoup d'applications qui vont se retrouver avec le 5G dans notre pays. Et donc, c'est important qu'on avance sur le sujet. Les craintes liées à l'impact sanitaire de la 5G, ce sont des fake news pour vous? Oui, je pense oui, parce que comme j'ai indiqué, l'Organisation mondiale de la santé fixe les normes. Nos normes sont beaucoup plus strictes que les normes internationales, donc on est déjà plus safe. Et donc je pense ici en Belgique, on a pris toutes les précautions nécessaires pour aussi développer les 5G dans un contexte sanitaire qui est tout à fait en ordre. Vous comprenez les craintes de certains qui s'opposent à la 5G aujourd'hui? Mais je pense qu'il faut toujours dialoguer avec les personnes qui ont des questions et donc il faut donner de la transparence, il faut donner l'information qui est disponible, il faut aussi pointer vers les autres pays, c'est ce qu'ils sont en train de faire, la norme internationale qui est fixée. Et donc je pense qu'il faut donner la possibilité pour un dialogue, la transparence sur toutes les informations. Je reste convaincu qu'on est beaucoup plus strict que la norme internationale. Et du côté sanitaire, là je pense qu'on est quand même safe. À entendre le ministre, rien ne justifie donc que l'on freine le déploiement de la 5G en Belgique.
Selon lui, les arguments sanitaires des opposants à cette technologie ne seraient en fait que des fake news. Alors Benoît, on l'a vu, il reste encore beaucoup de zones d'ombre, mais que sait-on finalement réellement des effets des ondes GSM sur notre santé ? Bien Justine, aujourd'hui il y a une chose qui est sûre, c'est ce qu'on appelle l'effet thermique des ondes électromagnétiques. C'est le principe du four à micro-ondes. Si on nous bombarde intensément d'ondes, eh bien on cuit. Là-dessus, au moins, tout le monde est d'accord aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour éviter ça qu'on a imposé des limites aux fabricants de smartphones. Oui, Justine, et même si ces limites sont respectées par les fabricants, on entend aujourd'hui de nombreux médecins nous rappeler qu'il est important de se méfier de cet appareil, de ne pas l'utiliser trop fréquemment, trop intensément, et lorsque nous l'utilisons, surtout faire appel à ces oreillettes filaires ou ces oreillettes Bluetooth pour maintenir l'appareil un maximum à distance de notre corps. Ce que je vous dis là, c'est vrai pour les appareils qui existent aujourd'hui, qui fonctionnent avec la 3G et la 4G, mais ce sera vraisemblablement encore vrai pour les appareils 5G. Alors à côté de ces effets thermiques, est-ce qu'il y a aussi d'autres conséquences ? Eh bien là, ça dépend des sources. Si on se fie à l'ICNIRP, ce fameux groupe de scientifiques dont s'inspire l'Union européenne et l'OMS, non, il n'y aurait que des effets thermiques. Et c'est d'ailleurs là-dessus que l'ICNIRP base toutes ses recommandations depuis près de 30 ans maintenant. Et selon eux, l'arrivée de la 5G ne va strictement rien changer à l'affaire. Mais ça, Benoît, c'est contesté. C'est contesté par les anti-5G notamment, qui estiment qu'il existe encore d'autres effets, des effets non thermiques, qui seraient simplement produits par le fait que nous baignons en permanence dans ce qu'ils appellent un brouillard électromagnétique. Et ça aurait donc aussi des effets sur notre santé. Quelles conséquences, par exemple ? On parle de conséquences sur la production d'hormones, sur les gènes, sur l'ADN, comme le développement de certains cancers aussi, par exemple. Et c'est documenté scientifiquement ? C'est documenté par des études scientifiques, mais ces études scientifiques sont systématiquement battues en brèche ou contestées par l'ICNIRP, qui considère qu'elles posent des problèmes en matière de méthodologie ou d'interprétation des résultats. Donc aujourd'hui, on ne sait pas, il va falloir attendre. Mais est-ce que pour autant, on va attendre avant de développer la 5G en Belgique ? C'est difficilement imaginable quand on sait tous les enjeux financiers qui se projettent derrière cette technologie. On a du mal à croire que la Belgique va pouvoir rater le train de la 5G, alors qu'aujourd'hui, de nombreux autres États de l'Union européenne, notamment, sont déjà lancés sur cette voie-là. De nombreuses entreprises belges sont d'ailleurs déjà montées à bord du train de la 5G. Depuis plusieurs mois, elles mènent des tests aux quatre coins du pays. Comme ici, à Hasselt, dans ce centre de jeux virtuels qui fonctionne pour l'instant grâce au réseau Wi-Fi. Jouer nécessite encore un équipement assez lourd aujourd'hui, casque, sac à dos, le tout solidement câblé. Mais avec la 5G, la chasse aux zombies sera bien plus légère, paraît-il. Ça va réduire tout ça à quelque chose comme ça. Donc tout ça disparaît et on se retrouve juste avec ce casque-là avec la 5G. En effet. Et donc avec c'est juste un modèle, il y en aura plein. Mais le principe, ce sera que tout ce qui est généré maintenant avec la puissance de cet ordinateur et la puissance de l'ordinateur qu'on a ici derrière le bar, ça va être remplacé dans la cloud, en gros. Une perspective que cet entrepreneur attend de pied ferme pour développer son activité. Un besoin même pour rester concurrentiel sur le marché. Donc la 5G, c'est une question de survie pour vous ? Une question de survie, c'est une évidence pour nous. On veut qu'elle soit là, on a besoin de ça pour innover. Donc on va chercher, on va trouver la 5G, c'est sûr. Et si on ne la trouve pas en Belgique, on ira ailleurs. En fermant tout ce qui existe ici. En effet. Et ce patron n'est pas le seul à trépigner d'impatience. Des centaines d'entreprises attendent aujourd'hui l'arrivée de la 5G pour leur business. C'est aussi le cas des ports d'Anvers, de Zeebrugge ou de l'aéroport de Zaventem. Leur développement futur est lié à la 5G. Une vision que partagent évidemment les opérateurs télécoms du pays, comme Telenet par exemple. Quand vous lancez une nouvelle technologie, vous lancez en fait de nouvelles idées sur le marché. C'est comme ça que je vois les choses. C'est donc une révolution pour le business. Au début, ce sera une révolution pour le business. Mais quand les entreprises seront habituées à cette nouvelle technologie, elle va automatiquement atteindre le grand public et de plus en plus de gens vont en bénéficier. Plus uniquement les entreprises, c'est alors qu'elle va progressivement intégrer notre vie quotidienne. Pour nos entreprises, le monde de demain passe obligatoirement par cette fameuse 5G. Et les deux arguments massus pour nous convaincre sont sans surprise la compétitivité et l'emploi.
Pourquoi c'est essentiel la 5G? Si je regarde du côté industriel, il faut savoir que ce sont surtout les entreprises internationales pour lesquelles c'est indispensable d'être avec les dernières technologies. Lorsqu'il y a une décision de où organiser ou faire la production dans un pays ou dans un autre, on compare une série de critères et notamment la disponibilité des dernières technologies, ici notamment la 5G. Qui va vraiment apporter une meilleure productivité, une meilleure efficacité de la production. Donc on ne peut pas se permettre, comme pays hyper ouvert à l'international, d'être en retard. Alors si on a 6 mois de retard, ça va, mais je veux dire, on ne peut pas se permettre d'avoir des années de retard. Donc les conséquences seraient qu'on va perdre des marchés et à terme peut-être perdre de l'emploi. Bien sûr. Avec la 5G, en Belgique, on créerait environ 36 000 emplois. Donc, mais il faut surtout savoir que si on ne l'a pas, ce sera des destructions d'emplois parce que certaines productions ne pourront plus se faire ici. Vous sentez la pression maintenant? C'est que pour l'industrie, les discussions ont déjà bien assez duré. Vous trouvez qu'on chipote un peu sur cette norme ici? Oui, je trouve qu'on chipote effectivement fort sur cette norme. Face à cet argument économique, les opposants à la 5G ont souvent du mal à convaincre. Wendy de Hemtine, physicienne, s'est donc associée à un élu local pour obtenir la mise en place du principe de précaution. Alors, il y a effectivement une volonté de la part d'un gouvernement de mettre en place une technologie. Derrière ça, il faut mettre des mesures de précaution et de prévention. Vous partez un peu perdant déjà, vous pensez qu'on n'arrêtera pas la 5G? Je pense qu'aujourd'hui, ce sera très difficile d'arrêter cette technologie. Pourquoi? Parce que simplement, je pense qu'il y a une pression immense sur le politique pour que cette technologie arrive sur le marché et qu'en fait, aujourd'hui, la population n'est pas assez sensibilisée pour comprendre l'enjeu sanitaire et écologique dans lequel nous allons vivre prochainement. Certaines personnes vont dire, voilà, nous attendons une preuve scientifique absolue pour tirer la prise ou pour ne pas mettre les choses en œuvre. Or, ça, évidemment, ce n'est pas du tout la logique du principe de précaution. On ne peut pas attendre le fait qu'on ait une preuve scientifique absolue pour mettre en place des actions de protection de la société, on va dire. Ce doute scientifique existe depuis l'arrivée des premiers GSM. Même Proximus l'admet ouvertement. Regardez bien cette vidéo dans laquelle le leader belge des télécoms nous donne quelques conseils pour nous protéger des ondes. Pour minimaliser notre exposition, nous devons tenir compte d'une règle très simple. Smart use is smart distance. Plus vous tenez votre appareil proche de vous, plus votre corps absorbe des signaux. Celle-ci influence-t-elle notre santé sur le long terme? Nous ne le savons pas encore. La recherche scientifique avance plus lentement que la technologie. Vous avez bien entendu? Attendez, on vous la repasse. Celle-ci influence-t-elle notre santé sur le long terme? Nous ne le savons pas encore. La recherche scientifique avance plus lentement que la technologie. À ce stade de notre enquête, il était indispensable de rencontrer les responsables de Proximus. Direction le siège central, au cœur de Bruxelles. À notre arrivée, nous sommes reçus par Guillaume Janus, expert 5G de Proximus. Nous lui montrons alors cette vidéo qui nous a quelque peu inquiétés. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans cette vidéo, c'est le tout début. Quand on dit que la science avance moins vite que la technologie. C'est pas de nature à rassurer les gens, ça, quand même. Je pense que de nouveau, très clairement, aujourd'hui, on se base sur un cadre réglementaire qui est très strict. Et je pense que la vidéo le dit d'ailleurs. Je veux dire, on parle vraiment de ce double principe avec des normes en Belgique qui sont bien plus basses que les normes internationales. Donc, ces normes sont amenées à évoluer pour développer la 5G. Ça, c'est une quasi-certitude. C'est des décisions qui ne dépendent pas des opérateurs, je vais être tout à fait honnête. Mais voilà, c'est à chacune des régions de déterminer quelles sont les normes qui sont applicables et souhaitables sur base des avis des scientifiques à ce niveau-là, je dirais. C'est pas aux opérateurs à déterminer ça. Et donc, ce qui est dit dans cette vidéo qui était vrai pour la 4G, ça reste vrai pour la 5G? Que de nouveau, parlez aux scientifiques et demandez-leur. Moi, ce que tous les scientifiques, tous les organes scientifiques nous disent, parce que bien évidemment, en tant que Proximus, même si on n'est pas impliqué dans les recherches, on s'informe aussi. Et tout ce qu'ils nous disent, c'est que vraiment, il n'y a aucun risque avéré, qu'on a des normes qui respectent un certain principe de précaution, je dirais, et que donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter d'une manière ou d'une autre, et que ce soit de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Pourtant, à entendre le président de l'ICNIRP, tout ne serait pas si rose. Lorsque nous l'avions rencontré, son discours nous avait d'ailleurs fort surpris.
Est-ce qu'on peut conclure de vos recommandations que personne ne tombera jamais malade à cause des ondes GSM ? Non, non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas affirmer. Bien sûr, nous espérons que ce sera le cas. Et nous savons qu'il y aura des effets sur la santé si l'exposition est forte, au point de faire chauffer nos cellules. C'est pour ça que vous ne devez pas mettre la tête dans votre four à micro-ondes, par exemple. Trop de réchauffement n'est pas bon pour le corps. Et c'est sur ce principe que l'ICNIRP établit ses recommandations. D'après toutes les informations que nous avons aujourd'hui, mais aussi grâce à l'expérience que nous avons accumulée ces 25 dernières années, au cours desquelles la population mondiale a été exposée aux radiations de la téléphonie mobile, nous n'observons pas d'augmentation des cancers. Et ça nous rassure quant au fait qu'on ne verra pas d'effet majeur sur la santé. Mais on ne peut pas exclure qu'à très long terme, il y aura un effet. Et c'est cela qu'il va falloir observer. Est-ce qu'on ne va pas trop vite si on ne sait pas ? On pourrait se dire qu'il serait préférable d'observer les effets de la 5G avant de lancer cette technologie. Ce serait la situation idéale. Mais ça prendrait 20 ou 25 ans avant de pouvoir mesurer les effets à long terme de cette technologie. Oui, vous avez bien entendu. Selon l'ICNIRP, il y a donc toujours des doutes aujourd'hui quant aux effets à long terme de ces fameuses ondes GSM. Pourtant, dans ses dernières recommandations, l'ICNIRP ne fait aucune mention du principe de précaution. Pour certains, ce silence serait dû à l'influence de l'industrie. C'est en tout cas l'avis de Michèle Rivasi, cette députée européenne particulièrement remontée contre la 5G. Nous avons donc décidé de la recontacter pour voir si elle avait des preuves de cette influence. C'est à Paris que nous retrouvons la députée écologiste. Avec ses collaborateurs, elle a enquêté pendant plusieurs mois sur de possibles conflits d'intérêts au sein de l'ICNIRP. Et voici ses conclusions. On a fait la biographie des 45 scientifiques et on voit bien que pour 2/3 d'entre eux, ils ont des liens avec la téléphonie mobile, avec les opérateurs de téléphonie mobile, et on voit bien aussi que dans leurs études, certaines études sont financées par les opérateurs de téléphonie mobile. Vous voyez d'où ils viennent, ces gens-là? Ils ont travaillé pour l'industrie. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dépendants de l'industrie? Ben, vous savez, quand vous travaillez pour l'industrie, vous avez la formation des industriels. Et quand vous êtes issu de ces entreprises, vous n'allez pas casser, vous voyez, la branche sur laquelle vous êtes assis. Et donc, il y a une dépendance à la fois intellectuelle, mais elle est aussi financière. Mais si l'ICNIRP est pourri, ben ça veut dire que nous, citoyens, on n'est absolument pas protégés. Michèle Rivasi, aujourd'hui, vous demandez le principe de précaution. C'est donc bien parce qu'on doute et pas parce qu'on est certain. Si on était certain, vous demanderiez, j'imagine, l'interdiction de la 5G. Aujourd'hui, je pose la question, à qui profite la 5G? Pour moi, la réponse est claire, la 5G profite à l'industrie. Elle profite au business, mais elle ne profite pas à la qualité de vie des gens. On joue avec la santé des gens aujourd'hui? Moi, j'estime qu'à l'heure actuelle, on est cobaye de la pollution électromagnétique. Et l'élément sentinelle qui me permet de dire ça, c'est l'augmentation des électro-hypersensibles. C'est lors de l'apparition du GSM, dans les années 90, que l'on a commencé à parler d'électro-hypersensibilité. Et à chaque saut technologique, le phénomène semble s'accentuer. Pour ceux qui en souffrent, cette maladie serait due aux ondes électromagnétiques qui nous entourent. Mais pour la science, ça reste toujours un mystère. Pour mieux comprendre ce phénomène, le docteur Kuhlmann nous a fait rencontrer un témoin électro-hypersensible. Avant l'interview, nous prenons bien soin de couper nos téléphones et de câbler nos caméras pour n'émettre aucun champ électromagnétique. Une précaution que Madeleine n'aurait jamais pensé devoir prendre, jusqu'au jour où cette infirmière a ressenti les premiers symptômes. C'est venu d'un coup, les acouphènes qui ont augmenté très fort, une sensation de pincement dans les oreilles. Et donc, j'ai commencé à en parler autour de moi. Et tout le monde m'a regardé d'un drôle d'air. Et donc, comme c'était insupportable, j'ai été voir le médecin qui m'a mis en arrêt de travail pendant 5 semaines. J'ai été voir un neurologue de l'hôpital où je travaillais. Et j'ai dit, je crois que je ne supporte pas le Wi-Fi, puisque je savais... C'est tout ce qu'il me semblait. Il m'a répondu,
tout sec, ça n'existe pas. Donc je ne suis plus retournée chez lui. Vous avez fait quoi alors? Je me suis renseignée pour trouver un autre neurologue qui était plus ouvert d'esprit et qui m'a écoutée et qui m'a dit, écoutez, je ne connais pas ce problème, mais c'est pas pour ça qu'il n'existe pas. Le docteur Kuhlmann est l'un des rares médecins à établir un lien entre les ondes et l'électro-hypersensibilité. Contrairement à la plupart de ses confrères, elle conteste l'hypothèse de la maladie psychosomatique. Il est clair qu'il existe des phobiques. Comme il y a des phobiques des araignées, des phobiques des hauteurs, ça existe. Hein. Mais il n'y a pas 300 000 phobiques des ondes en Belgique, ni dans le monde entier. Et encore, ça, c'est un chiffre minimaliste. 300 000, c'est le chiffre des personnes électro-hypersensibles selon vous aujourd'hui en Belgique? Non, je ne peux pas le connaître. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, ils font bien les choses, il n'y a pas d'organisme de recensement, ce qui permet aux électrosensibles de rester invisibles. Alors nous, ce qu'on demande, notamment, c'est qu'il y ait un organisme de recensement, qu'on puisse commencer par les compter. Il y a des estimations qui ont été faites dans le monde. Il y a eu des estimations notamment en Suède, dans les pays du Nord, ils sont beaucoup plus avancés sur la question, puisque là, ils ont reconnu l'électro-hypersensibilité comme handicap fonctionnel depuis 2002. Leurs estimations, en Suède, je vais dire, elles sont beaucoup plus élevées. Hein. En 2003, il y avait 9% de la population qui se disait électro-hypersensible. Donc moi, j'ai pris un chiffre de 3% en vous disant 300 000 Belges. Je pense que c'est une moyenne raisonnable, mais il y en a probablement plus. Autant de gens en souffrance que la science a été incapable de soulager jusqu'ici. Quelle était la solution alors? La solution, c'était d'arrêter de travailler. C'était pas possible. C'était vraiment insupportable. Ça vous inspire quoi, vous, ce monde de 5G qu'on nous annonce aujourd'hui? Moi, je me rends compte qu'on ne va pas de toute façon pas y échapper, quelles que soient les résistances qui existent. Et donc, dans la mesure où, déjà chez moi à la maison, avec ce que j'ai mis en place pour me protéger, je reste quand même toujours avec un fond de mal de tête, avec des acouphènes. Je me dis, il faut que je me sauve. Je dois quitter la ville avant que la 5G arrive. Se réfugier, mais où? Dans quelques années, y aura-t-il encore des zones blanches non couvertes par la 5G? Pour les personnes électro-hypersensibles, c'est un vrai sujet d'inquiétude, comme pour Thomas, qui, à 28 ans, a dû revoir ses plans de carrière. Alors j'ai dû changer d'activité professionnelle, passer de la finance à l'agriculture, parce que je suis devenu électro-hypersensible. Les ondes électromagnétiques, les ondes de Wi-Fi, de téléphone portable, j'ai commencé à les ressentir dans mon corps. Et en fait, les symptômes principaux, c'est neurologique, c'est-à-dire que je perds totalement ma lucidité cérébrale, un peu comme si j'étais bourré. Et du coup, en fait, j'arrivais absolument plus à travailler. Et c'est venu d'un coup, comme ça? C'est venu... Je me rappelle la première fois, j'étais à ma coloc, j'étais sur mon ordi, à côté de ma box Wi-Fi. Tout d'un coup, j'ai commencé à ressentir ma box Wi-Fi. Et puis, après, quand je suis allé au bureau, évidemment, ça s'est déclenché de manière beaucoup plus forte. Depuis lors, Thomas est revenu habiter chez ses parents, où la maison a été complètement aménagée pour faire barrage aux ondes, grâce à ses volets notamment. Dans la foulée, le Wi-Fi a été supprimé et toutes les connexions Internet passent désormais par le câble. Mais malgré tout ça, même regarder un film reste un sacré défi. Pour regarder le film, je dois mettre ce t-shirt qui est en argent et qui protège mon corps, qui fait que je ressens moins les ondes. Ce sont des fils d'argent tissés? Ouais, c'est de l'argent, quoi. C'est tissé, c'est matière argentée. Et le bonnet aide aussi, et puis, mais c'est pas suffisant, je dois mettre ça. Et en fait, avec ça, ça va, je me sens normal avec ça. Mais c'est la seule solution que Thomas a trouvée pour lutter contre les symptômes, car jusqu'ici, la médecine ne lui a apporté aucune aide. J'ai déjà dépensé 30 000 € pour essayer, enfin depuis 2 ans, pour essayer de me soigner. Je suis suivi d'abord par les médecins en Belgique, puis en fait il y a des spécialistes plus renommés en France, donc je vais à Paris pour me soigner. Et ça marche avec vous? Pas vraiment. Mais quelle crédibilité accorder à ces témoignages? Pour nos politiques, ce n'est toujours pas très clair. Le Sénat a donc invité plusieurs scientifiques à venir faire le point sur cette question. Je voudrais tout d'abord vous remercier de l'intérêt que vous portez pour l'électro-hypersensibilité.
Maryse Ledan est l'une des rares scientifiques à étudier ce phénomène d'électro-hypersensibilité en Belgique. Elle mène actuellement une expérience avec plusieurs volontaires, mais ses recherches n'ont toujours rien donné de convaincant. À ce jour, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas conclure un lien entre les champs et les symptômes. Il n'empêche que les recherches se poursuivent. On dit toujours l'inconvénient de la science, c'est qu'elle ne pourra jamais prouver finalement que quelque chose n'existe pas. En attendant, c'est vrai que les personnes sont mal. Il y a un véritable mal-être. Et l'hypothèse retenue jusqu'ici, c'est que ce mal-être serait en fait d'ordre psychosomatique. Autrement dit, pour Cienzano, il n'y a aucun lien avéré entre la présence d'ondes et les symptômes des personnes électro-hypersensibles. Ce qui ressort de l'ensemble de ces études, finalement, c'est l'absence de conclusion. Donc on ne peut pas dire qu'on a un effet très important qui est mis en avant et qui pourrait inciter du coup à freiner tout ce développement technologique. On sait par ailleurs que ce développement technologique a des avantages certains en matière sécuritaire, en matière communication entre les personnes, au niveau santé, etc. aussi. Mais il y a pourtant une chose qui peut se démontrer. C'est l'impact que la 5G risque bien d'avoir sur notre environnement. Car pour bénéficier de cette technologie, nous allons devoir remplacer les milliards de smartphones et de tablettes qui circulent aujourd'hui et qui seront, on le sait déjà, incompatibles avec la 5G. Et pour fabriquer tous ces nouveaux produits, l'industrie des télécoms va avoir besoin de tonnes et de tonnes de métaux rares. Une activité minière que l'on sait extrêmement polluante et qui se pratique souvent dans des conditions inhumaines. Et cela sans même parler du coût énergétique de cette production de masse. Pour ce sociologue, s'il y a un scandale démontrable dans la 5G, c'est bien celui-là. Rien qu'au niveau des gaz à effet de serre, on parle plus ou moins de 4% de la consommation de gaz à effet de serre mondiale. On dit que c'est l'équivalent, voire 2 fois l'utilisation pour tout ce qui est trafic aérien. Donc c'est énorme. Donc la production de smartphones 5G, ça va consommer 2 fois plus d'énergie, ou en tout cas ça va polluer en termes de gaz à effet de serre 2 fois plus que le trafic aérien. Oui, on projette ça en tout cas, oui, tout à fait. C'est énorme. C'est énorme, oui. C'est juste totalement contradictoire en fait par rapport aux enjeux actuels climatiques. On va dans le sens inverse de ce qu'on essaie de faire. L'autre impact, c'est qu'on va devoir se séparer de tous ces smartphones qu'on a aujourd'hui si on veut faire fonctionner la 5G. Est-ce qu'on peut recycler ces appareils-là? Alors, on peut les recycler, mais c'est extrêmement compliqué. D'abord, c'est compliqué, et puis est-ce que c'est fait? Donc le nombre de Belges qui ont encore leur smartphone dans leur tiroir, etc., c'est énorme. On parle que quand il est recyclé, c'est dans 95% des cas hors du pays d'utilisation. Donc déjà, il va retourner ou aller dans d'autres pays s'il est recyclé, parce qu'encore une fois, tout n'est pas recyclable. Et quand ça ne l'est pas, évidemment, il risque de se retrouver dans des décharges à ciel ouvert. Alors de nouveau, une pollution de l'air, des sols, de l'eau et des conséquences sur les populations. Et la 5G suscite encore d'autres inquiétudes. Certains y voient même la marque de 1984, le célèbre roman de George Orwell qui décrit une société de contrôle absolu, un univers totalitaire où les citoyens sont surveillés en permanence, où leurs moindres faits et gestes sont connus. Une fiction qui devient déjà réalité en Chine aujourd'hui grâce au progrès technologique. En Belgique, on n'en est pas encore là. Mais qu'on le veuille ou non, la 5G sera un jour active aussi chez nous. Et il faudra attendre une dizaine d'années pour en mesurer les effets positifs comme négatifs. C'est bien là le cœur du problème. Si bien qu'en France, en Italie et en Suisse, de nombreux élus locaux et médecins réclament une suspension de l'utilisation de la 5G avant d'être définitivement fixée. Une preuve de plus que les doutes concernant la 5G sont loin d'être dissipés. Restez avec nous dans un instant, vous allez découvrir